bonjour, chers téléspectateurs, ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Et bienvenue dans le cadre de votre magazine, toujours Info Initiative, qui voit toujours autrement. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Guy Leba. M. Guy Leba, il est physicien professionnel et membre ordinaire de la Société sud-africaine de physique, membre admis de l'association de physiciens et ingénieurs biomédicaux au Québec. Et je crois qu'il y a tant d'autres que lui-même vous le dira très bientôt d'ailleurs. Et avec lui, on va parler sur l'engin qui était tombé récemment à Buta. Et comme physicien, il va vraiment nous expliquer les longs et à large. En fait, c'était quoi l'engin et qu'est-ce que cet engin-là faisait sur le sol congolais et comment ça s'est retrouvé ici. Là, vous allez connaître tout ça en profondeur avec notre invité. Déjà, je dis bonjour, professeur Guy, s'il faut vous appeler comme ça. Non, en fait, Guy, c'est plus court, plus pratique. Oui. Professeur, c'est un peu trop irréaliste, en fait, à mon sens, sous notre espace. C'est comme vous l'avez dit, vous m'avez bien présenté, merci. Je voudrais juste ajouter un détail, c'est que je suis membre contributeur au conseil scientifique de l'Association africaine d'astronomie, qui a été lancée l'année passée en Éthiopie. Donc c'est juste la dernière précision que je voulais ajouter. Mais je suis aussi enseignant à l'université et chargé de recherche dans différents centres de recherche. J'encadre des étudiants au doctorat, en maîtrise en Afrique du Sud et au Congo. D'accord, oui. Déjà, nous entamons nos questions, notre débat, s'il faut dire comme ça, le sujet. Alors, vous êtes physicien. Oui. Et c'était le mardi, entre la nuit de lundi-mardi, il y a un engin un engin qu'on a... on appellera ça un engin non identifié. Non identifié, un voilà. engin volant non identifié. Voilà. Qui a fait son apparition à Buta, à l'est de notre pays. Bon, déjà en bloc, essayez un peu de passer. Je sais que vous avez vu les images. Absolument. Vous avez vu les images de l'engin en question. Oui. Essayez un peu de nous détailler, c'est quoi en fait l'engin? Voilà. Pour vraiment nous aider à comprendre de quoi il pourrait s'agir, je voudrais d'abord avertir tous nos téléspectateurs et la communauté congolaise que deux parmi les grands entrepreneurs que nous avons au niveau international, je parle de Jeff Bezos, le numéro 1 de Amazon, ainsi que Elon Musk, qui est le numéro 1 de SpaceX, une entreprise de lancement de satellites américain. Ce Sud-Africain, Elon Musk, a décidé et pensé que pour permettre l'accessibilité à Internet dans les zones rurales, il faudrait en fait lancer une constellation en fait de satellites en fait à travers le globe pour permettre à ce que l'Internet puisse être accessible à tout le monde, à n'importe quel point du globe. Donc, l'ambition que SpaceX, à travers ses équipements de télécommunications satellitaires, est de déployer une constellation de plus de 12 000 satellites autour de notre planète. D'autre part, Jeff Bezos avec Amazon a pour ambition en fait de lancer 42 000 satellites qui graviteront autour de notre système terrestre et permettre l'accessibilité à Internet à toute personne dans n'importe quel village de la planète. Donc en fait, le contexte, c'est cette compétition-là qui existe. Mais bien avant que Jeff Bezos et Elon Musk se lancent dans cette initiative, Google les avait déjà précédés et à travers l'entreprise Loon, INC, excusez-moi c'est en anglais, elle avait développé en fait des dispositifs de transmission de signal Internet dans des zones reculées, mais en se servant des ballons. Des ballons, je pense que dans la vidéo ou dans les images qui circulent, vous voyez en fait une sorte de parachute en fait. Donc c'est tout simplement un ballon à base de feuilles
de polyéthylène. Le polyéthylène, c'est un polymère en fait qui est utilisé donc juste pour permettre à ce qu'on puisse maintenir en équilibre l'engin volant. Donc c'est un peu ce qui est au centre de notre préoccupation actuelle et de l'actualité. Alors, pour vraiment nous dire de quoi il s'agit en réalité, le Kenya a l'an dernier conclu avec cette entreprise Loon Inc. un accord pour déployer des ballons comme ça, équipés avec de l'instrumentation informatique et électronique sur son territoire. Voilà. Et dans le cadre de ce projet-là, qui vise notamment à résorber le déficit d'accessibilité à Internet en Afrique, qui pour 1,3 milliard d'habitants ne permet que à 28% de la population africaine l'accessibilité à Internet. Donc dans le cadre en fait, d'une démocratisation de l'accessibilité à Internet, le gouvernement kenyan a signé un partenariat avec cette entreprise, la Loon Inc. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Alors, en dépit de tout ce que vous venez de nous énumérer, Oui. La question est de savoir, Oui. d'abord, ce qu'il faut déjà retenir, que ce n'est pas un engin de la RDC. Absolument C'est pas. pas de chez nous. Absolument pas. Alors la question c'est de savoir Oui. comment cet engin-là se retrouve Voilà. sur le sol congolais. Voilà. Donc en fait, étant donné que cet engin-là est maintenu en équilibre dans l'espace par un ballon, ce ballon-là en fait doit être alimenté en un combustible en fait qui permettra de maintenir le volume d'air constant et de permettre à ce qu'il puisse se déplacer sur un espace bien prédéfini en fait. Alors ce qui se passe et ce qui peut être arrivé, c'est que le carburant en fait utilisé est arrivé à extinction. Pendant que le ballon survolait notre espace aérien, qui éventuellement n'était pas contrôlé pour que on puisse détecter en fait cet objet volant là. En fait. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire à ce stade sur la présence de cet instrument là, de cet équipement là sur le sol congolais. Mais maintenant, ça survolait l'espace aérien congolais. Oui. Alors vous êtes un physicien. Oui. Est-ce que c'est possible, un engin non identifié peut survoler le sol d'un pays sans être vu, sans être taxé, je ne sais pas. Est-ce Voilà. que dans un pays qui se respecte, ça peut se faire? Bon, en fait, dans le principe tout simplement du contrôle géospatial, chaque État est appelé à assurer la sécurité de son espace aérien. Et pour cela, il faut des équipements. Il faut des équipements et des centres d'observation géospatiale. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas connaissance de l'existence d'un centre de contrôle géospatial actuellement au Congo. Ça ne sera pas vraiment un manque à gagner pour la RDC? Bien évidemment, c'est un problème d'abord de sécurité nationale que de ne pas avoir toutes les informations concernant notre géoespace. Voilà. Alors, au niveau aussi de ce que vous parlez par rapport au manque à gagner, éventuellement les avions en fait étrangers qui survolent par exemple qui décollent d'Afrique du Sud pour se rendre où ça, en Allemagne, en Europe en général, survolent l'espace aérien congolais. Et en principe, le pays, à travers ses services, notamment qui gèrent l'espace aérien, devrait disposer des dispositifs technologiques de pointe pour détecter l'entrée d'un engin volant sur le sol, sur l'espace aérien congolais. Et l'exemple que nous avons, que nous connaissons par rapport à ce dispositif à Buta, révèle que il y a beaucoup à améliorer dans le cadre du contrôle géospatial de la République démocratique du Congo. Oui, nous devrions être capables de savoir d'où cet instrument provient. Mais monsieur Guy, pensez-vous pas que, d'abord, ce qu'il faut déjà retenir, qu'il y a l'insécurité
sécurité sur le contrôle spatial de notre espace spatial. Il y a l'insécurité. Pensez-vous pas qu'avec cette insécurité, le Congo est peut-être mieux contrôlé que par les Congolais eux-mêmes? Bon, en fait, vous savez, nous sommes dans un univers. L'univers... Parce qu'avec ça, on ne sait jamais. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Donc, nous sommes dans un univers où la conquête spatiale a tout simplement permis à certains États d'avoir un œil sur le globe tout entier. Ça veut dire que si vous voulez vraiment vous localiser ou vous positionner dans l'univers, vous devriez être capable d'observer la Terre dans tous les angles possibles. D'où les Occidentaux, je parle des Américains, des Européens, mais aussi des Russes, bien, les Chinois les ont rejoints dans la conquête de l'espace pour visualiser tous les phénomènes naturels à partir de l'espace. D'instruments spatiaux, nous avons la Station spatiale internationale qui implique en fait des travaux des chercheurs occidentaux et orientaux, dont les Russes et les Américains notamment et les Européens. Donc le contrôle ou l'observation de notre territoire, de l'espace, est un défi prioritaire que nous devrions cerner et investir toutes nos énergies possibles afin d'assurer notre sécurité avant tout, mais aussi de comprendre et de connaître la constitution de notre sol et de notre sous-sol. Ce sont des données, des activités très stratégiques dont le pays devrait prendre avec beaucoup d'importance. Je rappelle toujours que vous êtes physicien. Oui. Depuis que l'engin est tombé à Bouta, Oui. comme physicien, quel est le constat avez-vous fait, par exemple face au gouvernement? Oui. Quel est le constat que vous avez fait? Oui. Ou encore qu'est-ce que vous attendiez? Quel aurait être le premier pas du gouvernement? Oui, oui. Bon, je vais être très bref là-dessus. Je n'ai pas eu connaissance d'une réaction officielle du gouvernement sur la question. Peut-être que ça se prépare. Mais ça fait déjà 12 jours. Hein. Oh oui, c'est ça. Vous savez, les autorités sont censées prendre vraiment le temps pour ne pas alimenter les fake news qui circulent déjà dans les différentes plateformes médiatiques. Mais ce que nous aurions suggéré à l'autorité, c'est que l'instrument en question soit mis entre les mains des services de sécurité, mais aussi sous, disons, le monitoring des scientifiques. Les scientifiques qui pourront extraire les informations utiles et constructives liées à cet équipement-là. Et étant donné que c'est un équipement à partir des vidéos que nous avons eues, nous voyons en fait qu'il y a un matériel électronique de pointe sur cet équipement-là. Je vois des panneaux photovoltaïques. Permettez-moi de rappeler que ma thèse de doctorat, c'est sur les panneaux photovoltaïques notamment. Voilà. Donc, c'est de l'électronique de pointe, ça. Nous avons besoin de mettre sur ce projet en place une commission stratégique qui permettra de décoder en fait tout ce qu'il y a comme information en rapport avec cette Donc en quelque sorte ça devient maintenant un objet d'étude. Hein. Absolument, un objet d'étude mais aussi un objet de développement. On ne devrait pas se limiter à l'étude mais étudier l'équipement et développer éventuellement pour d'autres visées en fait. Donc c'est comme si la RDC ne va plus remettre l'engin à qui de droit. Ben, voilà, c'est ça maintenant. Parce que j'ai déjà appris qu'il y a un Libanais, je ne sais pas moi, ils étaient allés négocier avec le gouverneur pour récupérer les engins. Ok, bon, je n'ai pas trop les détails sur tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Nous aimerions vraiment approcher l'équipement, l'inspecter, afin de donner vraiment des précisions sur ce qui doit en être fait, je dis dans les détails. Mais
Ce qui est sûr, c'est que c'est un équipement de pointe, un équipement technologique de pointe qui devrait être étudié minutieusement, je dis, par des physiciens, des ingénieurs de l'aérospatiale, mais aussi des spécialistes de la nanoélectronique. Parce que à ce jour, tout le matériel de pointe utilisé en électronique est fait à base de nanoélectronique. Oui, donc c'est un domaine dans lequel j'évolue. En fait. C'est nanoélectronique, on ne connaît pas trop. Alors, monsieur Guy, vous êtes bien dans votre peau de physicien. Hein? Alors, je sais que bien que vous évoluez en dehors de votre pays natal, alors quand vous êtes en RDC, vous voyez un peu la situation dans le secteur où vous évoluez. Que dites-vous? En fait, par rapport à tout cela, ce que je vois dans le pays, il y a beaucoup de choses. Nous avons encore des gaps à franchir pour réellement exister. Nous avons vraiment des gaps à franchir et je pense qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais aussi de la volonté. Nous dirons de l'ambition des autorités en fait. Parce que ce sont deux éléments importants. Le potentiel en fait de la jeunesse et la volonté doublé de la vision de l'autorité. Cela permettra qu'on puisse aller quelque part. Alors, quel est votre apport? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, il faut vraiment essayer un peu de tirer un peu beaucoup en vous. Oui. Vous êtes ici, vous êtes aussi très important pour la RDC, hein, s'il faut dire ça comme ça. Merci beaucoup. Et alors, dites-nous, quel est votre apport depuis que vous êtes en RDC, avec plusieurs observations que vous avez déjà fait ici, hein, toujours dans votre secteur? Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous avez déjà apporté ici en RDC pour l'amélioration dans votre secteur? Oui, merci. Pour vraiment circonscrire les choses, en tant que physicien, chercheur, scientifique, spécialiste de la physique de la matière condensée et des nanotechnologies, je forme les étudiants à l'université. Donc j'ai quelques cours à l'université pédagogique nationale, mais aussi au sein du secteur de la recherche scientifique, je suis chargé de recherche, j'encadre les chercheurs. Okay. Donc j'ai à ma disposition plus d'une vingtaine de chercheurs, d'assistants de recherche et techniciens de recherche que je suis censé encadrer afin qu'ils puissent produire des projets de recherche et apporter des résultats qui pourront résoudre divers problèmes dans notre société. Il s'agit notamment des problèmes en rapport avec disons, le contrôle géospatial. Il s'agit de la géodésie, nous parlons de l'astronomie, nous parlons de la géophysique d'une part, mais d'autre part, nous parlons en fait du prototypage numérique. Le prototypage numérique, c'est la fondation de l'innovation technologique. Lorsque nous voulons développer de nouveaux dispositifs technologiques, nous devrions passer avant toute chose par le prototypage numérique qui consiste en se servant des principes mathématiques qui décrivent un système, de concevoir le modèle numérique par des modèles utilisant en fait des logiciels de pointe. Donc c'est ça l'apport que j'ai pour mon pays, afin que nous puissions dans 5, 10, 15, 20 ans produire des jeunes dans nos facultés d'ingénieurs et de physique, de sciences disons, capables d'innover, d'inventer des nouveaux systèmes, des dispositifs physiques, etc. Voilà. Alors nous chutons déjà. Alors messieurs Guy, dites-nous un peu, il y a bientôt là, hein, donc c'est déjà le ministre de Pétantique, oui. Et il veut à ce que tous les appareils de télécommunication puissent être maintenant contrôlés. Oui. C'est un nouveau système qu'il veut mettre, hein. Bon, oui. selon ses ministères, c'est juste aider au vol des appareils de communication
communication, mais quelque part aussi la population craint que tous les appels ou encore des SMS puissent être contrôlés. Est-ce que, selon vous, est-ce que l'idée est louable? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que la population peut avoir confiance à l'idée? Bon, c'est une question de sécurité nationale parce que tout ce qui a trait aux télécommunications en général a un impact sur la sécurité nationale. Donc, je n'ai pas connaissance personnellement de la stratégie de sécurité nationale de la RDC qui pourrait être au centre des motivations de nos autorités, notamment du ministre. Mais c'est vous qui m'informez en tout cas de cette initiative-là. Mais je pense que ça pourrait être en rapport avec une question de sécurité nationale. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Guy. Comme je dis, nous chutons déjà. Moi, pour conclure, il y a juste 2 questions, mais je sais aussi que vous serez bref. Pas de problème. Avec ça, alors essayez un peu de nous dire, je reviens encore à ce que vous nous aviez dit en amont, le contrôle de nos espaces aériens. Parce que vous avez dit, vous pouvez quitter Johannesburg pour aller en Allemagne. Presque tous ces avions-là survolent l'espace aérien congolais. Alors, dites-nous, quels sont les désavantages ou encore les avantages de ces survols-là? Bon, les avantages, c'est que le pays, au vu de sa position stratégique au centre de l'Afrique, les avions qui survolent le Congo pourraient être une source de rentrée des recettes. Donc vraiment avoir... Ça, c'est le premier avantage que je vois. Le deuxième avantage, disons, comme désavantage plutôt, voilà, c'est que c'est comme cet engin qui vient d'être découvert à Buta. C'est un engin volant qui a survolé l'espace aérien congolais pendant que nous ignorions d'où il provenait et qui en est le propriétaire. Jusqu'à ce jour, nous ignorons. Mais ce qui est risqué ou disons dangereux, c'est que cet instrument-là pouvait tomber sur un hôpital ou un dispensaire ou une maternité et causer des dégâts en fait. Voilà, donc nous devrions contrôler notre espace aérien pour prévenir ce genre de... Là, c'est déjà une annonce au gouvernement. Hein? Bon, en fait, bien évidemment, notre rôle en tant que scientifique, c'est de conseiller nos autorités afin qu'ils puissent prendre des dispositions pour sécuriser notre peuple. C'est un peu ça. D'accord, la toute dernière question pour chuter. Vous êtes jeune, et vous êtes souvent ici en RDC, vous encadrez aussi des jeunes. Que diriez-vous aux jeunes qui emboîtent, qui essaient un peu d'emboîter votre pas? Bon, dire jeune, en fait, je ne suis pas vraiment jeune parce que selon l'UNESCO, ce que j'apprends, en fait, c'est que le jeune a 24 ans et moins. Je suis un peu bien au-delà de ça. Non, 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 non. Le concept congolais de jeunesse, en fait, c'est un concept, je pense, issu de l'époque coloniale qui devrait en fait pas toujours être perpétué. 45, quand même 50 ans. Oui, tout le monde est jeune au Congo finalement et se permet en fait de demeurer en fait dans un certain enfantillage scientifique qui nous empêche de décoller. Donc nous devrions vraiment nous considérer comme étant des personnes matures, censées être redevables envers l'État. Le jeune, il n'est pas forcément redevable. Mais je forme les jeunes. Ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais aussi des vieux de 50 ans et plus. C'est toujours un plaisir pour moi en fait de former toutes ces personnes parce que c'est ça. Merci beaucoup madame. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cet entretien avec messieurs Guy Leba, un physicien congolais. Et merci de l'avoir suivi. Je vous fixe un autre rendez-vous avec un autre invité, si l'Éternel Dieu nous fait grâce. À la prochaine, Inch'Allah.